Voilà, mais maintenant j'introduis mon co-chairman, Dr Stéphane Renaud, qui est chirurgien, qui est un vrai chirurgien, mais en plus cette nouvelle race de chirurgien qui fait de la recherche fondamentale et qui part aux États-Unis voir comment, pour se comparer, comme dit le Maxime. Bonjour à tous, je vais essayer de donc faire le topo concernant les cancers du poumon localement avancés et oligométastatiques en remplacement du professeur Massa. Voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, M. Thomas, le cancer du poumon constitue actuellement la première cause de décès par cancer dans le monde. Et du fait du caractère insidieux de son développement, environ un tiers des malades sont diagnostiqués à des stades déjà localement avancés. Et bien que depuis un certain temps, il y a un développement des thérapeutiques et notamment des thérapies ciblées, la thérapeutique qui offre l'alternative, qui offre le meilleur pronostic à ces patients en termes de survie, reste le traitement chirurgical. Cependant, dans ce sous-groupe de malades, du fait de la morbidité induite par les résections élargies monobloc nécessaires à obtenir une résection R0, les patients qui bénéficieront vraiment de ce type de chirurgie ne sont pas tout à fait définis. Ainsi, on peut différencier deux grands groupes de malades en termes de cancer localement avancé. Les patients ayant un stade T élevé, où le pronostic est essentiellement loco-régional avec une maladie micrométastatique dont la probabilité est faible. Et dans ce cas, la résection élargie peut être curative, avec très probablement une place de la radiothérapie qui faciliterait ici les résections. Par ailleurs, les malades qui ont un stade N plutôt élevé, chez qui il existe une probabilité de maladie micrométastatique plus élevée et chez qui la chimiothérapie aurait un sens. Ainsi, parmi les malades au stade T élevé, on peut d'abord parler des maladies T3 pariétaux, qui ont donc un envahissement pariétal pouvant aller un envahissement pariétal pouvant prendre les structures osseuses et les structures molles, et qui dans la littérature, sortie du Pancos de Tobias bien sûr, et qui dans la littérature représente entre 2 et 6% des résections pulmonaires. Ces extensions ne sont pas des contre-indications à la chirurgie, puisqu'on peut obtenir une résection R0 qui varie de 70 à 100%, avec une mortalité qui reste inférieure à 8%. Et ainsi, l'ensemble des publications sont d'accord pour dire que le principal facteur pronostic pour ce type de résection est bien sûr le caractère R0 de la résection, mais également l'envahissement ganglionnaire. Et notamment, l'équipe de Marseille a publié en 2005 une revue portant sur 305 malades, avec un taux de résection R0 de 100% et montrait que l'envahissement ganglionnaire était un facteur pronostic, puisque la survie à 5 ans, qui était de 40% pour les stades N0, chutait à 24% pour les N1 et seulement à 8% pour les N2, avec des résultats complètement corroborés par les deux dernières études. Concernant la tumeur de Pancoast, pour rappel, le syndrome de Pancoast qui correspond à une névralgie cervico-brachiale dans le territoire C8D1, associé à un Claude Bernard Horner, et une image de lisse de la première côte ou du corps de la première vertèbre. Il existe une définition plus large de la tumeur de Pancoast qui, elle, correspond à tous les cancers bronchiques non à petites cellules apicaux associés à un envahissement de la première côte au voisinage. Il est actuellement admis que ces malades bénéficient de traitements multimodaux associant un traitement d'induction, en général de cure de chimiothérapie par cisplatine et toposide, associé à une radiothérapie de 45 grès. Et dans les plus anciennes séries, on notait déjà à l'époque une survie à 5 ans tout à fait acceptable de 72 et de 84% dans les deux études que je vous ai citées. Cependant, ces études étaient essentiellement faites sur des séries relativement faibles et dans des études plus récentes, notamment celle présentée à gauche de l'écran, datant de 2007, multicentrique, colligeant 110 malades, qui eux aussi avaient bénéficié d'un traitement d'induction par radiochimiothérapie, puis d'une chirurgie et d'un traitement adjuvant par chimiothérapie. Chez ces malades, la survie à 5 ans est de 44% et montait même à 54% en cas de résection, en cas de réponse pathologique complète. Cependant, dans cette étude, uniquement les malades N0 et N1 avaient été inclus, mais l'étude de Kong, elle, allait tout à fait dans ce sens, puisqu'avec une survie à 5 ans de 50%, cette étude avait inclus, en plus des malades N0 et N1, des malades N3 et des malades présentant des métastases cérébrales. Dans le cadre des tumeurs de Pancoast, il semblerait donc que les principaux facteurs pronostiques soient la possibilité d'avoir une résection R0 et qu'en cas d'impossibilité d'atteindre ce type de résection, ces malades doivent être récusés chirurgicalement.
Il semblerait, et ça a été notamment montré par l'équipe de M. Dartevel, que l'envahissement de l'artère sous-clavière, si une résection R0 peut être obtenue, n'est pas une contre-indication à la chirurgie. Enfin, il semblerait également que le fait d'obtenir une réponse complète après le traitement d'induction soit un véritable facteur pronostic, puisque dans l'étude de Vos, la survie à 2 ans passait de 80% en cas de réponse complète à 37% seulement chez les malades chez qui persistait un reliquat tumoral. Concernant le statut ganglionnaire, il semblerait que chez les malades atteints de tumeur de Pancoast, les malades sans atteinte ganglionnaire aient un meilleur pronostic que les malades ayant une atteinte N1 ou N2, mais se pose la question du N3 susclaviculaire homolatéral, puisque l'étude de Kong a montré notamment que ces malades, que le statut N3 n'influait pas de façon péjorative sur la survie de ces malades, et il semblerait qu'en fait ce N3 homolatéral soit plus lié à un envahissement de contiguïté plutôt qu'à une dissémination métastatique lymphophile. Ce ne serait donc pas une contre-indication. On peut continuer par les tumeurs envahissant le rachis, et quelle que soit la localisation de la tumeur, la résection rachidienne peut être faite. Cette résection est bien sûr gravée d'une morbidité importante, puisque, par exemple, dans cette étude de l'équipe de M. Grunenwald, la morbidité atteignait 74%, et dans près de la moitié des cas, il existait une récidive loco-régionale qui nécessitait une réintervention. Il semblerait que, là encore, le principal facteur pronostic soit la possibilité d'obtenir une résection R0, ou soit l'endroit de cette lésion, avec une survie dans cette étude à 2 ans de 80% chez les malades pour qui l'ensemble de la tumeur avait été réséquée, et une mortalité, une survie à 0% chez les malades chez qui la résection était R1. D'autres facteurs pronostiques pour ce type de lésion ont également été mis en évidence, notamment le fait d'avoir une réponse complète après traitement d'induction. Il semblerait que le fait de réaliser des lobectomies, voire des résections plus importantes, soit de meilleurs pronostics que de réaliser des résections lobaires. Il semblerait également que les malades jeunes de moins de 70 ans, et bien sûr l'étendue de l'envahissement rachidien, soient des facteurs pronostiques, puisque l'hémilaminectomie serait de meilleur pronostic que la vertébrectomie. Concernant les envahissements vasculaires, il est tout à fait possible, que ce soit pour la veine cave ou la aorte, de réaliser ce type de résections avec différents types de remplacements, de reconstruction. Mais ce type de résections sont gravées d'une mortalité importante, puisque dans certaines séries, la mortalité post-opératoire peut aller jusqu'à 14%. Mais que ce soit par CEC, que ce soit une résection ou une simple résection tangentielle, la possibilité, il est tout à fait possible d'obtenir une résection R0 avec des survies dans la littérature qui vont jusqu'à 35%, 40%. Et là encore, il semblerait que le principal facteur pronostic soit l'envahissement ganglionnaire chez ce type de malade. Et il semblerait également que le fait de réaliser des résections tangentielles soit de meilleur pronostic que de réaliser un remplacement prothétique global. De la même façon, chez les malades présentant un envahissement aortique, l'envahissement ganglionnaire, là encore, reste un facteur pronostic majeur et devrait faire a priori récuser les malades N2 chez lesquels il n'existe pas de survie à 5 ans. Et selon les auteurs, il faudrait préférer une résection complète de l'aorte plutôt qu'une résection subavanticielle qui en fait ne permettrait pas d'enlever la totalité des lésions. Concernant les résections à l'oreillette droite, là encore, avec une CEC ou sans CEC, ce sont des résections qui sont tout à fait imaginables, avec comme principal facteur pronostic, là encore, le fait d'obtenir une résection R0 et l'absence d'envahissement ganglionnaire. Et dans ces études, des auteurs qui concluent là encore à la nécessité de l'éviction des malades avec une atteinte ganglionnaire. Concernant la carène, de la même façon, un facteur important, bien sûr, la possibilité d'avoir une résection R0, mais le principal facteur, là encore, l'envahissement ganglionnaire, avec la nécessité d'obtenir une preuve histologique préopératoire de cet envahissement ganglionnaire au minimum N2 et d'exclure ces malades. L'autre sous-type de population dont je vous parlais étant donc les malades avec un statut N élevé. Donc il est clair, sorti encore une fois du Pancoast avec cette atteinte susclaviculaire homolatérale, que les malades N3, chez qui le risque de maladie micrométastatique est très élevé, constitue une contre-indication à la chirurgie. Le sous-groupe des malades N2 est un sous-groupe plus hétérogène, chez lequel il est difficile actuellement de faire une synthèse, puisqu'il existe énormément de prises en charge, et que le pronostic de CN2 en fonction d'énormément de facteurs, notamment
ce qu'on appelle la skip métastase, c'est-à-dire l'absence d'envahissement N1, le caractère unicite du N2, la localisation centrale de la tumeur qui serait de meilleur pronostic puisque le N2 pourrait être considéré comme un envahissement de contiguïté, le ratio ganglionnaire ou encore le statut bulky font que les pronostics sont complètement différents. Mais il semblerait aujourd'hui, il semblerait admis que la chirurgie soit de meilleur pronostic chez les malades ayant bénéficié d'une chimiothérapie néoadjuvante et chez qui un downstaging médiastinal, c'est-à-dire une stérilisation finalement des ganglions médiastinaux, soit obtenue. Cependant, encore une fois, certaines équipes opèrent les N2 unicites sans chimiothérapie néoadjuvante, donc actuellement il est difficile de faire une synthèse. Concernant les malades oligométastatiques, environ jusqu'à 50% des cancers du poumon sont diagnostiqués à un stade métastatique avec une médiane de survie qui, dans ce cas, varie entre 7 et 11 mois. Ces métastases peuvent se situer aussi bien au niveau du poumon qu'en situation extrathoracique, essentiellement au niveau des glandes surrénaliennes et au niveau du cerveau. Il y a une entité qui a été définie, qui est l'entité d'oligométastase, c'est-à-dire un patient présentant une tumeur, un cancer bronchique primitif, local ou localement avancé, avec une seule métastase à distance, ce qui représente environ 7% de la population des cancers bronchiques. Au niveau cérébral, on sait que la présence de ces métastases aboutit à une survie médiocre et une mortalité très précoce, avec en l'absence de traitement un décès qui survient dans le mois, et avec les thérapeutiques actuelles de radiothérapie encéphalique totale, une médiane de survie qui excède rarement 6 mois. Il semblerait cependant que chez ces patients qui présentent cette tumeur primitive contrôlable et une métastase cérébrale unique, l'exérèse de cette métastase cérébrale unique, soit par neurochirurgie, soit par des tactiques alternatives de radiothérapie stéréotaxique ou l'association des deux, permettent d'atteindre des médianes de survie plus élevées qui peuvent aller jusqu'à 24 mois dans certaines séries. Et de la même façon, dans cette étude publiée par Daniels, on peut noter que la survie entre les malades qui présentaient un cancer du poumon isolé et les malades chez qui il existait une association avec une métastase cérébrale, il n'existe pas de différence significative en termes de survie chez ces patients chez qui la métastasectomie cérébrale avait pu être réalisée. De la même façon, les glandes surrénaliennes peuvent être atteintes par des métastases de ce cancer du poumon et parmi les séries autopsiques, 20 à 40% des patients sont atteints de ce type de lésion, avec moins de 5% des patients qui présentent des métastases surrénaliennes uniques. Le problème dans ce cas étant essentiellement le diagnostic différentiel avec un adénome bénin, et dans ce cas, il est dans tous les cas indispensable d'obtenir une preuve histologique. De la même façon, un traitement pourrait être proposé aux malades oligométastatiques présentant donc une tumeur bronchique résécable et une tumeur unilatérale unique au niveau de cette glande surrénalienne, avec là encore des médianes des survies à 5 ans pouvant atteindre 60% en fonction des séries. De la même façon, l'alternative chez ces patients étant l'utilisation des techniques de radiothérapie stéréotaxique si la chirurgie n'est pas accessible pour différentes raisons. Enfin, concernant le poumon, selon la classification TNM de 2009, la présence d'un second nodule au niveau du même lobe peut être classée T3, au niveau d'un lobe différent T4, et enfin la présence d'un nodule au niveau d'un lobe contralatéral, la classe en M1A. Là encore, de la même façon, il semblerait que chez ces malades présentant une seconde lésion pulmonaire synchrone ou métachrone, il existe un bénéfice à réaliser une chirurgie, avec dans cette étude un bénéfice qui semble plus important chez les malades présentant un second nodule dans le même lobe, mais avec des survies à 5 ans tout à fait acceptables chez les malades présentant des nodules dans un lobe différent ou dans un lobe contralatéral. Merci de votre attention. Des questions sur... Oui, monsieur. Vous demandez dans staging Pascal. les ganglions médiastinaux. Oui. Merci. Dans le cas où les ganglions médiastinaux sont élargis et qu'après une chimiothérapie néoadjuvante, une chimiothérapie et une radiothérapie, ces ganglions sont réduits à un volume normal au PET scan, c'est négatif.
si ces ganglions sont enlevés et qu'on découvre, ils ne sont pas stériles, mais qu'il y a des métastases microscopiques. Est-ce qu'il n'y a pas un bénéfice à la chirurgie pour ces malades? Alors c'est le problème en tout cas dans le cadre, à ma connaissance, dans le cancer du poumon, des métastases microscopiques, c'est que la valeur pronostique des micrométastases ganglionnaires dans le cancer du poumon n'est pas tout à fait définie. Et dans le peu de séries qui existent, et à ma connaissance il y en a 2, elles ont effectivement montré que ces micrométastases ganglionnaires sont de meilleurs pronostics effectivement que les macrométastases. Et c'est le downstaging médiastinal reste débattu, puisqu'il y a des équipes qui de toute façon pensent qu'à partir du moment où la tumeur est extirpable, c'est-à-dire qu'après traitement d'induction, si la tumeur n'a pas grossi, que ce soit la masse tumorale elle-même ou la masse ganglionnaire, à ce moment-là, une simple imagerie thoracique, un simple scanner est suffisant et ces malades vont vers une chirurgie. Au contraire, certains pensent qu'il faut avoir un vrai downstaging médiastinal, et dans ce cas-là, retourne vers une remédiastinoscopie, mais qui est difficile dans des conditions post-radiques de chimiothérapie, ou d'écho-endoscopie, mais voilà, les attitudes ne sont pas tout à fait claires, mais mon avis personnel est qu'effectivement, chez les malades micrométastatiques, il y a un véritable bénéfice à la chirurgie. D'autres questions, commentaires? Moi, je voulais te poser une question sur le... Ah, pardon, monsieur André. Poser 2 questions. La première concerne les formes localement évoluées. Autrefois, on disait aux grands chirurgiens les grandes incisions. Est-ce que vous acceptez de diminuer vos incisions en combinant la chirurgie ouverte et la chirurgie par vidéo, en particulier dans les cancers de la partie supérieure? Ça, c'est la première question. La deuxième question concerne les formes oligo peu évolué. On n'a pas fait beaucoup de progrès depuis 20 ans. Vous n'avez pas évoqué la génétique, pourquoi? Alors pour répondre à votre première question, effectivement, entre autres dans les tumeurs de Pancoast, il y a quelques publications récentes qui montrent la possibilité de réaliser le temps de la lobectomie par thoracoscopie et de finir la résection par une voie un petit peu plus invasive. Mais effectivement, a priori, c'est tout à fait possible. Concernant votre deuxième question, pourquoi je n'ai pas parlé de la génétique, je vous avoue que je n'y ai pas pensé. À ma connaissance, sur les stades résécables, entre autres notamment les patients présentant des mutations de l'EGFR, de toute façon, l'introduction d'une thérapeutique ciblée de type inhibiteur de tyrosine kinase en adjuvant immédiat chez un malade totalement résécable n'a pas montré ce bénéfice. Et le bénéfice ne serait chez ces patients qu'à partir du moment où récidive il y aurait, à ce moment-là, ça permettrait de leur prolonger leur durée ensuite de survie sans progression et leur survie globale. Mais je vous avoue que spontanément, je ne vois pas l'utilité, en tout cas, M. Thomas a peut-être plus d'idées que moi, de la biologie moléculaire, en tout cas sur les stades oligométastatiques, en première intention. Il y a un intérêt qui est dans la définition de la maladie oligométastatique, c'est un peu la question que je voulais donner, parce que pour l'instant, on l'a définie comme étant en fait basée sur la sensibilité d'examen dont on dispose, et finalement on passe son temps à colléger des cohortes pour des durées de temps pour lesquelles les méthodes ont changé, donc on mélange des poires et des oranges comme d'habitude. Il y a un travail très intéressant qui est présenté récemment, je me souviens plutôt, je crois que c'est à la PS l'année dernière, montrant qu'il y avait un profil génomique un peu différent pour une même histologie entre une maladie métastatique véritablement oligométastatique, dont on savait qu'elle s'était manifestée par une métastase dans un seul organe, et puis une évolution métastatique comme c'est habituellement le cas dans le cancer du poumon, c'est-à-dire une évolution létale en quelques semaines. Donc il y a peut-être une définition génétique de cette maladie. Je voulais te poser juste une question sur qu'est-ce que tu penses de la définition de la maladie oligométastatique cérébrale actuellement, puisqu'on est passé de 1 à 3, puis maintenant de 3 à 5. De 3 à 5, oui.
Je pense que ça a été avec les avancées essentiellement des techniques de radiothérapie stéréotaxique, puisqu'ils ont une possibilité d'irradier des lésions et de retraiter des malades qui initialement ils n'avaient pas la possibilité d'évaluer, avec des résultats qui en tout cas initialement semblent intéressants. Et tant que la résécabilité, le côté curatif peut être atteint, est-ce que finalement le nombre est une véritable limite? Oui, je voudrais vous poser une question. On considère que les tumeurs N3 sont des contre-indications. Alors, comme les choses vont vite, on va savoir si à l'heure du PET scan et des PET scans les plus modernes, la médiastinoscopie garde son actualité. Et est-ce que nous en faites toujours? Alors, selon M. Massard, on en fait même plus depuis le développement de l'écho-endoscopie. Oui, on en fait toujours. En théorie, l'arbre décisionnel voudrait que le PET scan soit le premier examen, et en cas de positivité, qu'on ait une preuve histologique. Avec le développement de l'écho-endoscopie se situe en première ligne, mais l'écho-endoscopie n'a de valeur que si elle est positive. Donc en cas de négativité, il faut une confirmation, et la médiastinoscopie reste la technique de référence. En tout cas, le staging invasif, qu'il soit par médiastinoscopie ou par thoracoscopie. L'écho-endoscopie, vous la faites comment? L'écho-endoscopie, c'est quelle technique? Alors c'est les pneumologues essentiellement qui la font, mais c'est une technique, c'est une fibroscopie qui est alliée à une échographie. C'est une technique endo? Oui, c'est une technique. En trachéale? Tout à fait, tout à fait. Oui, il faut le dire. Souvent combiné à une écho-endoscopie endo-œsophagienne. Une